thank you for being with us, and I would like to say hello to the colleagues who are looking us on YouTube, and warmly thanks His Excellencies Ambassador Karolidan and Ambassador Verdier, as well as the member of the French Parliament and all the elected people. We had the great honor today to have with us Maria Gabriel, the Commissioner who did, in a way, almost the first path in cyber in the last Commission, and now she is here to accelerate on especially innovation, research, young culture, and I'm forgetting one, and I apologize for that. But for us, it's a pleasure to welcome the Commission, the Commissioner, and as well all our colleagues who managed to get to Paris. Please, Maria, thank you, and the stage is yours, as we said. Good morning, Excellencies, ladies and gentlemen. Dear Sebastian, thank you very much for your warm welcome. It's always a pleasure to be here in Paris for Cyber Week, especially. And I would like really to start by thanking Sebastian for his commitment, engagement, and the vision that all together in Europe, with this important heart of our policies, the cybersecurity, we need to continue to work as community, but we need to address concrete challenges. So I'm really very happy and grateful to be here. And what I would like to say since the beginning too is that today's program agenda has all the ingredients for a strategic brainstorm. Thank you very much for this, because yes, we'll talk about cloud technologies and associated with that on technological sovereignty. We need to continue really to fulfill with content this expression. I notice also that you will dedicate time to discuss research and disruptive technologies. So that's something that I'm doing every day now in my life as Commissioner for Research, Innovation, Education, Culture and Youth. And I saw the word quantum somewhere. We need to advance a little bit more on this topic too. Finally, I was very pleased to see that there is a dedicated session to education and training, and another one to the use of digital technologies and artificial intelligence, particularly in the area of health. And I'm very glad because during the last 6 months, what we have seen that thanks to the research and innovation, Europe has a real capacity to act very quickly, to have targeted investment, and to help our SMEs, to help our innovators to find solutions. For example, one of the last calls that we published with Horizon 2020 program, there is a very concrete examples of how artificial intelligence, especially in this field of health, can help. So again, my sincere congratulations for the excellent program. But now let me address also these issues from my portfolio at the European Commission. First, that's not a surprise, we become connected people surrounded by connected devices. Side by side to our language and gestures to communicate, we saw the essential role of computer languages and platforms. Side by side, French, Italian, Bulgarian, Portuguese, we see zeros and ones rushing at high speed in global networks, to the extent that we are creating new paradigms with the so-called social networks. And hyper-connected world offers opportunities, but brings also inevitable problems, questions, and fears. And some of these are related directly with the levels of security and trust we can have on digital infrastructures and services. And it is not only the economic side of it. True that a network disruption can have high economic costs for e-commerce companies. The number of citizens, organizations, and businesses impacted by a single attack can be enormous. According to projections, cybercrime will cost the world 5.5 trillion euros by the end of this year, 2020, up from 2.7 trillion euros in 2015. But it is also about uncertainty, about our role of citizens, our privacy,
how our personal data are managed. And here we can indeed talk about the cloud as a powerful concept that we can deposit our data on a data center system that ensures high resilience and provide very advanced services. And in this, Europe has to look at the cloud value chain to make sure the right levels of transparency, accountability, and respect for European values is maintained. It starts from the key digital technologies that build up the infrastructure systems to the management software. And it is important that Europe invest in top-range technology to guarantee more independence from external suppliers. We have seen during the last 6 months how much we need to address this issue. But this, of course, should not be done at any cost. Europe has to be able to develop leading-edge technology and be competitive at the world level. That's why the efforts for technological sovereignty should involve an approach of security by design and take into account the policy on the green transition. Europe has to lead in the next generation very low-power digital technologies, and that's #1 priority for the European Commission. At the same time, I must say that when we talk about cloud, I really regret that Johan is not with us today, but I must really admit that we are waiting now the decision of ENISA, because in November 2019, pursuant the European Cybersecurity Act, the Commission introduced a request to ENISA to develop a candidate security certification scheme for cloud services. This scheme needs to be adopted by the European Commission by implementing act and is expected to be market ready by spring next year, 2021. So I think that this discussion today will greatly contribute about the next steps and what we need to do more together with you. So finally, I can say that yes, we need to dare. Europe has the knowledge, Europe has the capacity to invest in disruptive technologies. And since we are in Paris, it came to my mind 1 century ago, right here, during the Second International Congress of Mathematics. Great mathematicians like Poincaré and Hilbert were discussing the challenges to be solved during the 20th century. Do you remember this? That was 120 years ago. And one of the problems was about the prime numbers, which are so important for cryptography, a key building block of cybersecurity. And now we have a whole set of new frontier knowledge on quantum that can revolutionize security and computing. And it is a very strategic issue for Europe to keep the pace of these new disruptive innovations. And I must say that here, that's a common responsibility. Online transactions, in education, with our governments, banks, we all depend on reliable digital infrastructure and services. And even for our airplanes, we can see how important is this issue, because we'll need more and more high levels of cybersecurity. So now the question is, what are the next steps, and what are some of the aspects that we need to address in a more regular and more concrete manner? I would like here to touch an issue and to talk about the citizens' perspective and some of the perceived threats. Because the current pandemic crisis has episodes showing that misinformation can widespreadly, quickly in different forms, ranging from fake cures to conspiracy theories. And if not addressed from a technological and educational point of view, it will negatively affect citizens' trust and consequently our democracies. And as I said, another type of concern is related with our privacy. Digital technologies and data are bringing a revolution to research, innovation in health, accelerating at the same time the discovery and the testing of new vaccines, new diagnostics,
and new drugs. But the shift from the physical to the digital world has to be prepared to support the behavioral change in all parts of society. And that is a matter of education, culture, politics, and policies. In other words, it is not only about adopting a security by design approach to products and services, but what I'm talking here is there is a need to build a secure digital society by design. And my idea is to tackle these challenges and develop a secure by design digital society by working on several complementary aspects. We need, of course, first always to think about the right balance between cybersecurity and fundamental rights. But this requires a clear legal framework and guidance on its interpretation and application, and you know what I'm talking here about, the GDPR. Your experience is extremely valuable and useful because we all know that there is some tricky questions with the actual GDPR regulation. And that's why we need constantly to evolve together with new technologies, with cyber threats, and that's why your experience here is at the heart of what are the next steps and what are the next solutions. At the same time, I think that we'll have to rely on a more collaborative effort on policymakers, legal experts, researchers, business leaders, and cybersecurity experts. At least we should continue to work in this direction. Now, the revised European cybersecurity strategy will complement the framework established by the recently issued European Digital Strategy, Europe Fit for the Digital Age, and the Security Union Strategy. Maybe it's really time to identify what are the real synergies between all these strategies. Because what I can say that with the different strategies, there is different communities working it. And that's one of these working silo that we need to break if you would like to advance in some of the most important topics linked to cybersecurity. And that's why I think that it's the role of Europe to boost European-level cooperation, knowledge and capacity. And this is, of course, and immediately that's the right time to talk about this, related to allocating more resources, identifying investments with a high added value, and enhanced skills. And that's why I'm happy to be the commissioner responsible for the next Horizon Europe program, the biggest in the world, even not with the budget that we wanted to see by our leaders, but negotiations are not finalized. 2 days ago, the Council adopted a common approach, so now that means that next week we can start the trilogue with the European Parliament. And I think that European Parliament will not leave with the actual budget. So let's see what we can do. But what is important is that in this next multi-annual financial framework, in Horizon Europe program, we really proposed a robust budget for cybersecurity, research, and innovation. That means that we have on one side Horizon Europe, so our partnerships are not decided yet, but for me it's obvious that we should continue to work on this issue with a cluster focused on cybersecurity. At the same time, we have another program, that's something new. If I may say, that's my baby, Digital Europe program. Remember all the smiles when I proposed this for the first time 2 years ago. Now it's a fact. And I think that even now we should see how to establish links, because of course I see Horizon Europe as funding for research, for development, but for the deployment, the application, that's the purpose of Digital Europe program. And I think that we are just waiting now to finalize the negotiations and to see immediately after how we can pool resources and how we can be more efficient, because actually this is not already the case. And here, I must say that the aim with Horizon Europe and Digital Europe program is really to support collaborative projects and digital advanced skills. Another important thing, for the first time in our Digital Europe program, that was planned to have 700 million for advanced digital skills. And of course, cyber experts, we need them.
So the question now is how we can achieve major innovations with this funding, and that's why this discussion for me is important. Because at the same time, we must say that building a Europe fit for the digital age, it's not only about technological advances, but also economic and societal. And it is a domain where the European Union has to strive to strategic autonomy and promote market choice. That's why cybersecurity is so important, and to see how cybersecurity can be, should be embedded in the design of the digital transformation of our European enterprises. In most digital sectors, and so in the cybersecurity domain, there is little competition. For instance, the industry for desktop operating systems and mobile operating systems is dominated by 2 companies. And as a consequence, we know there is no incentives for wider participation of developers to produce secure code, and in markets with dominant suppliers, users tend to have very little bargaining power. Another important topic, Europe lacks competencies on cybersecurity. The job market is currently unable to respond to the growing demand for skilled people in the field of cybersecurity. And here there is a pressing shortage of cybersecurity professionals in the European Union. The estimation is 300,000, which is expected to grow further in the future. Of course, we need more women. I think that it's very clear that it's a topic very close to my heart. But a short-term answer to this problem, of course, that can be to encourage existing workers to engage in a continuous education program related to cybersecurity, leading perhaps to a cybersecurity certification. And I think that yesterday, when we published our package on the European research area, the Digital Education Action Plan, the European education area, we should identify very, very quickly what are the possibilities really to have these trainings for reskilling, upskilling, because there is a huge need. At the same time, a long-term solution is definitely to integrate the teaching of cybersecurity skills into school and university curricula. And here I would like to bring to your attention the importance of one of our main initiatives with the European education area. It's our European University Alliances. And I know that at least one of these alliances, France is very well represented, is very active in the field of cybersecurity. What is different this time with our European University Alliance is that since the beginning, we are working not only between universities, but with the private sector, with regions, and with the civil society. And I think that all our alliances are open, and we should now introduce the perspective of cybersecurity in all our European University Alliances. At least after this event, I think that that will be one of the questions that we will raise in our next meeting with the University Alliances, because that's the main initiative of our European education area, and we have a clear timetable in 3 years to have our European universities of the future with a European degree, with the recognition of the diplomas, and with a clear network, multidisciplinary approach where there is a lot of experts and actors involved at the beginning. I guess, and I'm not surprised that it's a little bit disturbing for some of our traditional actors in the education system, but at the same time, what I already have seen, it's an extraordinary mobilization and enthusiasm. Because we should continue to work on this, to have a common culture of collaboration. That means really to work closely with our private sector to see how we can disclose cybersecurity breaches, but at the same time to see how we can help them to develop more efficiently state-of-the-art secured products and services. And here we have artificial intelligence, the importance of artificial intelligence and the big data analytics, because they have to be part of these solutions. At the same time, we should continue to talk about data, because data is at the core of the digital transformation,
That's an essential resource for Europe's recovery, long-term competitiveness, and climate-neutral future. And the coronavirus crisis has emphasized how essential cloud infrastructures and services are for the resilience of our economy and society. And the European data strategy here is important because the aim is really to foster out the rollout of the common European data spaces. We should really now start to continue to work, to not only to talk, but to work on this. Because when we talk about European data spaces, we are talking about crucial sectors such as manufacturing, the Green Deal, health, agriculture, energy, or mobility. And these new data spaces will build upon existing initiative and the experience already gained with the research community and our members of the European Open Science Cloud, because Europe is a top producer of scientific information in the world. But we need now to see how, with the cybersecurity, we can continue in the direction to federate the existing research data infrastructures across borders and discipline. It's not obvious. It's not obvious and so. And that means that we need the highest cybersecurity standards. And that's why the European Union now is preparing to have this close cooperation with the European Cybersecurity Agency, because Cybersecurity Act, it was a very good signal. The cybersecurity scheme for cloud services, I already mentioned it, it's one of the next steps. But the security of our data is closely linked with our ability to control such data. And thus the question of Europe's industrial autonomy in data processing capacities is one of the main questions. Because currently the public cloud infrastructure market is converging globally around 4 large non-European players. And that's why, for me, that's one of the main messages of this conference, that a joint European effort is needed to reverse this trend. That's not irreversible, but we need to create a next generation of European cloud offering that will meet the technical, security, and service requirements needed by industry or public authorities. And that's why the European Commission plans to launch a European Alliance for Industrial Data and Cloud by the end of this year. And as already told you, the aim is really to build the next generation of cloud offering. We have some very good examples. We should continue to follow very closely how Gaia-X project will evolve. We are in close contact with French and German authorities. There is 22 founding partners. That means that there is a lot of interest. So maybe here my question, it will be how the cybersecurity community is involved at the beginning, because I can't see this project be realized without taking into consideration all these questions since the beginning. So now, if you allow me, I would like to go to my conclusion, because I think that what I try to do here is to see that there is different initiatives, there is different fundings. But at the heart of all this, it's you, the expert, the cybersecurity experts, the community. What we need is really to create synergies, what we need to joint efforts, and to identify a very concrete steps in order to affirm the European leadership in this field. We have solid ground, but we have a lot of challenges in front of us. And that's, for me, the message that we need to cultivate now a cybersecurity conscious approach, because that approach will help us to deal with risks at early stage, not always to be after the events. At the same time, that will allow us to pave the way for more robust, innovative and accessible digital security. And final words, because I'm commissioner for young people too, because I touched some of the issues, research, innovation, education, culture even, because as a society we need to work on this. Now when I talk about how to foster the interest
on cybersecurity, the understanding of the digital world from an early age, that means that we should continue to work more intensively with our young people. And that's why the computing education is so important. And next week, I have the privilege to open the next European Code Week. So that will be my plea at the end of this speech. Don't hesitate to share your experience and to show to our young people that what you are doing, it's about not only the cybersecurity of products and services or member states, it's about the security of all of us. It's about our position as Europe. And I think that this initiative is one of the great examples how we can give our young people the opportunity to see that cybersecurity can be a creative and exciting work, and I really encourage you all to get on board. So thank you very much. Et là, je vais enfreindre le protocole et je vais dire un énorme merci en français. On m'a demandé de m'exprimer en anglais, mais je dois encore une fois vous remercier parce que c'est une véritable opportunité pour moi, pas seulement de partager quelles sont les dernières initiatives de la Commission et comment, dans le cadre du prochain programme Horizon Europe, nous pouvons avoir du soutien et créer des synergies, mais aussi de pouvoir rencontrer la communauté et d'avoir l'occasion de vous dire un énorme merci. Merci beaucoup. Thank you, Maria. Thank you, Maria. Merci beaucoup. Gaia X est au programme des réunions informelles. Je vous propose qu'on poursuive et je cède tout de suite le terrain à Elsa pour la première table ronde. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde journée de la Paris Cyber Week. Donc, cette fois-ci consacrée à 2 ateliers. Le premier sur la sécurité du cloud et les enjeux de souveraineté que ça comporte. Le second sur les technologies de rupture en Europe et la politique européenne à mener en la matière pour faire en sorte de garder un temps d'avance ou du moins de ne pas prendre de retard par rapport aux États-Unis et à la Chine. Donc, je vais accueillir tout de suite les premiers intervenants à cette table ronde. Éric Botorel, Fenitra Ravelo-Manantsoa et le vice-amiral Coustillère. Pour les personnes qui sont au fond de la salle, plusieurs places se sont libérées, donc vous pouvez les occuper. Bonjour. Oui, ça. Donc, je suis Elsa Trujillo, je suis journaliste chez BFM et BFM Business et j'aurai la charge d'animer ces 2 débats. Ce sont des débats également qui sont consultables en ligne, qui sont retransmis en direct et que vous pourrez revisionner par la suite. Pour ce qui est de cette première table ronde sur la sécurité du cloud et les enjeux de souveraineté que ça comporte, on sait très bien que cette question de souveraineté n'est pas nouvelle, que ça fait plusieurs années qu'on en discute, qu'on s'en préoccupe, qu'il y a une vraie prise de conscience à ce sujet-là. Néanmoins, cette notion-là a pris une ampleur sans précédent avec le confinement et avec une série de contrats qui se sont noués entre des institutions françaises chargées d'héberger des données des Français, de santé ou industriels, et des acteurs du cloud américain. Donc, on pense au projet notamment du Health Data Hub avec Microsoft, des données liées aux prêts garantis par l'État de la BPI dont l'hébergement a été confié à Amazon Web Services, ou encore les données industrielles de Google, de Renault, qui ont été confiées à Google Cloud il y a quelques mois. Ce sont des projets qui sont d'une envergure sans précédent, mais qui ont aussi été critiqués, qui suscitent de nombreuses craintes sur lesquelles on pourra revenir, qu'on pourra également tempérer. Donc, pour discuter de tous ces enjeux-là, on a le plaisir d'accueillir Éric Botorel, donc député de La République En Marche, très présent sur les questions numériques, à la fois la cybersécurité, la blockchain, mais aussi l'identité numérique. Et tout récemment, les faux sites de e-commerce, vous avez fait passer un amendement pour que la DGCCRF puisse mieux lutter contre ces sites-là.
Vous pourrez nous en dire plus sur la vision française en matière de cloud et de souveraineté. Le vice-amiral Coustillère, qui a passé 10 ans au sein du ministère des Armées pour... Comment 8 38 Non, mais pour accélérer... Bon, 38 ans. Mais sur les aspects numériques, du moins, pour accélérer la transition numérique du ministère des Armées. Donc, en 2011, vous avez été nommé officier général à la cyberdéfense, alors même que ce poste venait d'être créé. Vous pourrez nous donner une vision française du cloud depuis, de l'intérieur et depuis une instance française. Et enfin, Fenitra Ravelo-Matansoa, Strategic Trust Leader chez Google. Vous êtes arrivé chez Google pour implémenter le RGPD, faire en sorte que les solutions cloud de Google suscitent la confiance chez les clients avec qui un partenariat est noué. Et vous pourrez nous en dire plus sur les degrés de souveraineté qui ont été définis chez Google en matière de cloud et la façon dont Google s'assure que ces solutions soient à la fois personnalisées en fonction des clients et garantes de confiance. Pour commencer ce débat, je propose de l'ouvrir avec Monsieur Coustillère, donc 38 ans au sein du ministère des Armées. En effet, avant de préparer cette intervention, vous m'avez indiqué que en matière de solutions cloud, les GAFA n'avaient pas un problème de sécurité nécessairement, mais qu'il était plutôt question d'un problème de confiance. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion-là et nous dire en quoi vous avez pu expérimenter ce problème ou non en poste au ministère des Armées? Oui, ok, merci. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, j'ai passé une vingtaine d'années à la modernisation numérique du ministère des Armées avec la création de la capacité de cyberdéfense, puis ces 3 dernières années en charge après avoir attaqué les données des autres et défendu les données du ministère, j'ai été en charge de les valoriser, de les partager et d'orchestrer la transformation numérique du ministère en créant la première direction générale du numérique des différents ministères. Donc, le regard que j'ai aujourd'hui, c'est de se dire qu'il y a eu un changement de paradigme, et ce changement de paradigme, il est venu du fait de l'organisation en plateforme sur laquelle je ne vais pas revenir, du fait qu'on confie nos données à travers l'IA, à travers un certain nombre de choses à des partenaires extérieurs, et que ces partenaires, on leur donne nos données, on leur confie nos algorithmes, on leur confie une partie de l'entraînement de nos algorithmes et derrière, on va beaucoup plus loin puisque généralement, on leur confie aussi la façon de développer le système en utilisant leurs outils en matière de DevOps. Donc à partir du moment où ces trois choses fondamentales sont confiées à un partenaire, eh ben, on n'est plus dans une relation avec un fournisseur de technologie comme on pouvait l'être il y a 5-6 ans. On parle beaucoup du contrat cadre de Microsoft et du ministère des Armées, où je suis régulièrement cité. Mais là, on prenait une technologie, on la mettait sur nos réseaux, on l'a neutralisé par du chiffre, de la cryptologie, et finalement, c'était ce qu'on appelait on-premise. Aujourd'hui, en fait, on va chercher un partenaire avec qui on partage, et ce partenaire, on est dans une relation de longue durée. C'est plus du tout le même type de relation. Et ce qui est intéressant, moi, je vais vous donner l'image, la vision d'un DSI de terrain. C'est que quand on est DSI de terrain et qu'on doit rechercher une offre de service, on regarde ce qu'on a devant nous. Donc on n'est pas en train de faire des plans sur la comète, sur ce qu'on aura dans 10 ans ou dans 5 ans, mais quelle est l'offre de service que j'ai devant moi et avec qui je dois traiter. Et quand je vous regardez ce que pense le CIGREF qui rassemble nos grandes organisations, on voit que le comportement de quasiment des grands acteurs du numérique sont de rendre de plus en plus captifs leurs différents clients et que chacun, grand acteur du numérique, a démarré une stratégie de migration vers le cloud. Donc il n'y a pas que les GAFA. Je vous vois Oracle, SAP, ils sont tous en train de vous expliquer qu'ils sont vos partenaires de confiance pour le cloud. Et quand vous êtes DSI, eh ben, vous n'allez pas créer dans votre entreprise 50 clouds différents, 50 partenaires différents. Donc cette relation, effectivement, c'est une relation de partenariat. Quand on parle de cybersécurité, la cybersécurité, je prends un exemple de certains réseaux que je connais bien. Quand on prend un grand GAFA, on rentre chez lui à peu près, le relais de l'antenne qui doit être à 100 mètres, ça veut dire que là, vous rentrez dans le monde Microsoft, dans le monde Google. À partir du moment où vous êtes dans ce monde-là, il est propriétaire de son chiffre, il est propriétaire de ses data centers et il est propriétaire de ses câbles sous-marins qui traversent l'Atlantique ou à travers le monde. Donc on est dans un monde qui est quasiment, pour moi, aussi régalien, voire aussi bien protégé que les infrastructures de grand État. Et je pense que la sécurité d'un Amazon, d'un Google ou d'ailleurs en termes de cybersécurité, c'est comme très très costaud. Voilà, donc c'est pas forcément ce problème cyber. Par contre, quelle confiance on peut avoir
Quelle confiance? Le mot confiance, ça veut dire communauté de destin. Donc est-ce qu'aujourd'hui, moi, entreprise française, ou membre du CAC 40, même moi, État, ministère des Armées, j'ai une communauté de destin avec Microsoft, ou est-ce que j'ai une communauté de destin avec Google, ou avec Alibaba, ou avec Oracle, ou avec SAP, ou ainsi de suite. Et c'est ça qui rend le problème très compliqué, de savoir quelle relation on doit avoir. Et puis, derrière ça, il y a tout le cadre juridique de nos données. Et le cadre juridique de nos données, il faut prendre, je pense, un peu de recul, mais s'éloigner de la technique. Le cadre juridique du territoire national, ça pose de problème à personne. Et on voit bien que les débats qu'on a, quand il faut donner une extraterritorialité pour une maison, voire pour une villa qui se trouve quelque part dans le sud à une nation étrangère, tout le monde comprend qu'il ne faut pas le donner. Et ça fait, voilà. Par contre, donner l'extraterritorialité sur des données numériques, ça choque personne. Donc je pense que dans les débats, il faut reprendre du peu de recul. C'est pour ça que je pense que le rôle des parlementaires est essentiel. Et quand on reprend l'histoire de la cybersécurité française, on a vu toujours le rôle des parlementaires qui a été fondamental. Pas seulement faire des rapports, parce que c'est très bien les rapports parlementaires, il y en a plein, mais surtout monter jusqu'à des propositions de loi. Quand on regarde le livre blanc 2008, il a été préparé et par tout un groupe de parlementaires qui ont fait la création de la cyberdéfense, qui ont forcé l'État à aller au-delà de ce qu'il avait besoin. Quand on regarde la loi de programmation militaire 2013, dans laquelle il y a tout le fondement juridique de l'ANSSI, des OIV, pareil, il a été préparé par un rapport sénatorial, le rapport de Jean-Marie Bockel. Et du coup, l'État, l'exécutif a été obligé d'aller un tout petit peu plus loin dans les lois. Donc aujourd'hui, quand on est un DSI de terrain, c'est bien, on a Gaia X, toutes ces choses-là, on peut dire que c'est là, mais concrètement, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'une offre, et j'ai besoin d'une offre avec des prestations de services. Donc de choses très très concrètes. C'est pour ça que je pense que dans Gaia X, ce qui est très intéressant aussi, c'est d'observer les choses concrètes qui se passent dans le cloud aujourd'hui. Typiquement, vous avez une initiative franco-allemande de terrain, des industriels, qui est l'alliance passée il n'y a pas longtemps, qui a été annoncée entre OVH et T-Systems, qui est quand même extrêmement intéressant. C'est sûr, elle ne concurrencera jamais Amazon, Google, ou ainsi de suite. Mais dans une partie du compartiment du jeu, là où on a besoin de défendre les données de nos concitoyens, qui sont quand même un bien commun, c'est des choses qui doivent être méritées d'être regardées. Et tout à l'heure, la commissaire a appelé de ses voeux des choses concrètes. Je pense il faut arriver à la fois à monter dans Gaia X, regarder tout ce qui doit être fait, et à capitaliser sur des choses concrètes en les... Voilà. Pour vous donner, moi, à peu près ma vision, mais moi, ce que j'appelle un peu de mes voeux, et je le vois bien, j'ai quitté l'État il n'y a pas longtemps, mais on voit bien qu'il y a eu l'appel du président en septembre dernier. On nous a parlé d'un projet de loi pour permettre l'émergence d'un vrai marché pour le cloud en faisant en sorte que les entreprises stratégiques hébergent leurs données sous cadre juridique français et européen. C'est ça qui est important, plus que savoir si c'est monsieur X, monsieur A, quelle entreprise. Le cadre juridique français et européen qui doivent s'appliquer aux données de nos concitoyens et aux données dites stratégiques pour les emplois en Europe. C'est ça, je pense, le cœur qui est aujourd'hui du débat. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que le Parlement propose une loi, puisqu'on voit que l'État, par lui-même, les différentes instances interministérielles ont quand même, depuis quasiment un an, beaucoup de mal à sortir quelque chose de concret. Voilà, si vous voulez, je donne moi ma vision un petit peu de terrain. J'étais assez long, je pense. Oui, non, mais de quelle façon la vision du cloud a évolué au sein du ministère des Armées? Quelle solution a été choisie? Le ministère des Armées, en fait, suit la stratégie cloud de l'État, qui était de partager un cloud avec un cloud privé pour tout ce qui est régalien, qui ne peut pas être confié à l'extérieur. Typiquement, pour le ministère des Armées, ça sera un cloud privé autour de tout ce qui soutient directement le combat, avec la montée vers le edge computing. Mais là aussi, dans ce cloud privé, on n'a pas besoin d'avoir le degré d'innovation qu'on peut trouver dans un cloud public où le time to market se compte en jours ou ainsi de suite. Nous, on va plutôt être en évolution de système de renseignement, de système de combat. On est plus en mois ou en années d'évolution. Ensuite, un cloud plus public, ouvert sur l'extérieur pour capter l'innovation, mais sur lequel on n'ira mettre que des données en nombre limité, des jeux en nombre limité, parce que capter l'innovation, si on n'est pas capable en fait de la faire passer à l'échelle, de la rentrer dans le ministère, ça n'a pas d'intérêt. Et beaucoup de données, les données du ministère des Armées ne peuvent pas être considérées comme anodines, mais dès qu'elles sont stockées en grande quantité. Donc là aussi, je reviens, leur cadre juridique, leur protection, c'est pour ça que les services du Premier ministre ont inventé le cloud dit en jargon C2, qui est un cloud dédié, mais qui est sous surveillance de capteurs
qui sont des capteurs du CALID, du Centre de lutte informatique défensive du ministère des Armées, ou de l'ANSSI. Donc ça va au-delà du Secnum Cloud. Bien sûr, il faut être Secnum Cloud, mais il faut surtout aussi accepter que des processus d'investigation ou de remontée d'informations de l'État soient portés. Donc c'est sous ce débat aujourd'hui qui est préparé autour de ce cloud, et la ministre a annoncé au mois de juillet que le lancement d'un grand projet sur l'ensemble de ces domaines du cloud. Mais tout ce qui est le ministère des Armées, je veux dire, dans ce cloud dédié, n'est pas extrêmement différent des autres ministères. Et ce cloud dédié dit C2 a bien une vocation à être totalement interministériel. Et c'est les équipes du ministère des Armées qui, pour l'instant, dans le cadre du plan de relance, portent la première brique de définition de ce cloud. Donc il revient à mon successeur, Nicolas Fournier, de mener à bien cette tâche. Voilà, c'est pour votre question. Très bien. Et on parlait tout à l'heure des différents contrats qui ont été noués, donc Elzata Hub, PGE et de la BPI avec Amazon Web Services, Renault et Google. Souvent, ces contrats sont noués avec des acteurs américains sous prétexte qu'il n'y a pas d'acteurs français ou européens à la hauteur. C'est en tout cas un argumentaire qui revient bien souvent. Quelle est la stratégie de la France en matière de souveraineté et de cloud? De quelle façon est-ce que vous la définiriez? Et est-ce qu'on n'a pas tendance parfois à en faire un peu trop, à diaboliser les acteurs américains dans ce type de débat-là? Éric Botorel. Merci. Désolé pour le son, je ne sais pas si vous arrivez à capter tout ce qu'on raconte. C'est peut-être plus facile dans les casques et la traduction. J'ai essayé de parler peut-être fort ou moins fort, je ne sais pas. J'ai essayé d'adapter pour que on puisse être compréhensible. Sur le point que vous évoquez, d'abord, moi je ne suis pas très à l'aise avec le terme de souveraineté. Je préfère l'autonomie stratégique. La distinction que je fais, c'est que souvent quand on emploie le terme de souveraineté, on n'est pas loin du souverainisme, et on a eu des débats dont je pense d'ailleurs qu'ils sont épurés, hein, ceux qui ont pu considérer qu'on pouvait bâtir des lignes Maginot magiques du numérique. La ligne Maginot ayant d'ailleurs fait la parfaite démonstration de son efficacité dans un conflit conventionnel, on peut imaginer que sa transposition avec une vision uniquement centrée sur où c'est localisé, qui opère, etc., n'est pas la clé ultime et l'alpha et l'oméga de reconquête, de souveraineté. Et c'est pour ça que je préfère privilégier le terme d'autonomie stratégique. Parce que la souveraineté, ce n'est pas du souverainisme, et parce que la souveraineté, ça ne peut pas être d'imaginer de bâtir des solutions technologiques remplissant les missions qui sont celles à la fois pour les services régaliens publics et en même temps les acteurs privés, en se passant des talents d'où qu'ils viennent, etc. Donc on est plus sur une logique de coopération, collaboration, avec une fixation de règles extrêmement fortes qui sont celles d'ailleurs qui déterminent sur le continent européen un certain nombre d'approches des sujets du numérique qui se distinguent du marteau américain ou de l'enclume chinoise. Et c'est pas parce qu'on est entre les deux qu'effectivement il faudrait choisir l'un plutôt que l'autre. Et c'est pas parce qu'on est entre les deux qu'il faudrait se penser ou se projeter hors des autres. Il y a aujourd'hui des entreprises américaines, y compris des entreprises chinoises. Dans l'inventaire que vous avez fait, vous nous avez épargné les Jeux Olympiques qui sont là pour le coup sous les services plutôt chinois, enfin en tout cas d'entreprises chinoises, pardon de réduire ainsi, même si pour le coup avec la Chine c'est parfois plus simple de faire ce raccourci. Ça n'est pas en excluant les grands acteurs majeurs de ces secteurs que nous pourrons relever les défis de la souveraineté. Et c'est pour ça, comme l'a rappelé un de nos concitoyens à l'instant, moi j'ai rarement la langue de bois, donc je vais vous parler un peu cash. Je pense qu'on est des grands brûlés du cloud watt et du cloud souverain qui ne disaient pas son nom. Il a fallu bâtir une stratégie, en tout cas revisiter les choses. Et en la matière, il y a eu des initiatives qui ont été, entre autres, rappelées, une stratégie en 3 cercles, un peu plus agile pour les collectivités, hein, en tout cas pour le public, avec quelque chose qui est très sous le contrôle de l'ANSSI pour le premier, supervisé par l'ANSSI pour le deuxième, et puis quelque chose qui est beaucoup plus light pour des services ou des données moins sensibles pour le troisième. Et je pense que cette graduation fait sens, et c'est une approche pragmatique des services, parce que trop souvent, et dans les débats que nous avons eus, et je les connais puisque je suis assez actif sur les réseaux sociaux, je vois bien que ça excite tout le monde quand on parle de la BPI ou du Elzata Hub, et c'est assez récurrent. C'est pas illégitime, hein, les réflexions qui sont faites. C'est vrai, après tout, des données de santé confiées à un acteur américain avec le Cloud Act en ligne de fond, ça peut susciter chez les uns et chez les autres 2 types d'agacement. Le premier, c'est de confier un trésor de guerre à quelqu'un dont on sait qu'il pourrait les exploiter à d'autres fins que simplement rendre service. Ça se traite en termes d'objection ou en termes de préoccupation. Et puis l'autre, c'est finalement se dire qu'on a aussi des acteurs français
qui pourraient prétendre jouer dans cette cour-là et qui ne comprennent pas les choix issus d'un marché public ou pas. Et d'ailleurs, là-dessus, il peut y avoir débat. Je pense que Cédrico s'est prononcé s'agissant à proprement parler du Hub Data Health. Moi, je vais être très cash avec vous. Je vais l'être autant que Guillaume Poupard quand il est avec le cluster des acteurs de la cybersécurité en France. On peut être plus cher, mais on ne peut pas être moins bon que les Américains. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et lorsque certains acteurs font des choix, issus du secteur privé, issus du secteur public, on peut regretter qu'on n'ait pas d'acteurs à niveau. Et c'est pas faire injure aux talents et aux efforts qui sont fournis chez X ou chez Y. Je n'ai pas envie là de nommer les choses. Et il y a des investissements qui sont forts, mais reconnaissons qu'il y a eu des milliards qui ont été mis sur la table depuis de très longues années autour des offres cloud, et que l'Europe, chacun des pays, n'a pas su mobiliser les moyens pour porter et faire passer à l'échelle un certain nombre d'acteurs. Et aujourd'hui, à certains endroits, il peut y avoir encore du retard technologique. L'idée, c'est pas de mettre de l'argent pour fabriquer hors sol quelqu'un qui va rivaliser, enfin qui va être le Google, le AWS, l'Azure de demain. Mais c'est de considérer qu'on a un écosystème qui est extrêmement riche, expert en sa matière, très compliance avec la ligne qui est la nôtre en Europe, et qu'on a certainement les moyens de pouvoir être à niveau et voire proposer des services demain qui ne sont pas proposés par d'autres, en ligne avec l'horizon qui a été rappelé tout à l'heure en introduction par notre hôte. Et la bataille n'est pas terminée. Moi, je ne dirais pas, comme le ministre de l'économie, on a perdu la bataille de la donnée. C'est pas vrai. On n'a pas perdu la bataille de la donnée. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur celui de la donnée. Je comprends pourquoi il dit ça et veut se projeter sur la bataille de l'algorithme. On était sur des sujets d'intelligence artificielle. C'était légitime d'approcher les choses comme ça. Mais Gaia X, c'est fondamental. 2, ce qui se passe avec OVH et son partenaire allemand, c'est aussi fondamental. Et c'est de ces différentes initiatives, ces coopérations au sein de l'Europe, avec des acteurs qui ont, encore une fois, des choses à raconter. Et puis une aide publique qu'il va falloir recentrer effectivement sur ces offres-là, qu'on pourra être en capacité demain d'offrir des services qui soient de nature à la fois à remplir les cahiers des charges de ceux qui en attendent les besoins, et de pouvoir faire naître et faire vivre un écosystème. Donc, je ne suis pas inquiet. On aura des choses à raconter et on a des choses à dire et on a une stratégie, même si j'apprécierais qu'elle soit un peu plus claire. Je pense qu'on a... Qu'elle soit plus claire sur quel point, par exemple ? Pardon ? Qu'elle soit plus claire sur quel point, notamment ? Très honnêtement, une fois qu'on a dit qu'on avait une stratégie en 3 cercles, une fois qu'on a dit qu'on avait Gaia X, ça ne fait pas encore tout d'une stratégie, d'une ligne d'horizon, d'objectifs à remplir dans un délai très court. On a encore des zones d'ombre. Et je pense que c'est moins des zones d'ombre qu'une forme d'incarnation politique. À l'échelon européen, c'est très important ce qui a été dit tout à l'heure, juste avant la conclusion. Il y a un pavé extrêmement important du cloud. Moi, je souhaite que dans le plan de relance, je souhaite que dans les efforts qui sont faits par l'Europe, il y ait effectivement une brique qui soit très massivement portée sur des offres cloud, de nature à pouvoir animer un écosystème, faire grandir un écosystème en capacité de pouvoir rivaliser. Je n'ai pas dit détruire l'autre, et rivaliser avec les offres qui peuvent aujourd'hui venir pertinentes de la part d'acteurs américains. Donc on n'est pas loin de la chose, mais il va falloir consacrer des moyens. Il faut pas se raconter d'histoire. Si on considère qu'on va pouvoir bâtir des offres cloud en mettant 5 milliards par an sur la table, autant se dire qu'on continuera au mieux de tenter de ne pas avoir plus de retard dans les années qui viennent, mais certainement pas de rattraper et de compenser le retard qu'on pourrait avoir. Encore une fois, parce que ici, je ne sais pas qui est dans la salle et je ne veux pas donner le sentiment qu'on part de loin, que les efforts sont vains, etc. Ce n'est pas du tout le sujet. Et pour celles et ceux qui me suivent, je n'ai pas l'habitude de garder ma langue dans ma poche et puis j'ai un discours plutôt libre. Je pense qu'il faut qu'on se dise les choses parce que sinon on va rater des marches, quoi. Voilà. Peut-être pour rebondir sur ce que disait Eric Botorel, Fenitra Ravela Mansoa. Est-ce que vous pourriez répondre aux critiques qui sont régulièrement adressées
aux GAFA, notamment à Google, en matière de cloud, à la fois sur la protection des données des clients avec lesquels vous avez noué des partenariats, également sur la réversibilité des contrats, parce qu'une critique qui est régulièrement adressée aux GAFA, c'est attrait au fait que dès lors qu'on noue un contrat avec eux, il est parfois difficile de s'en défaire et de passer vers un autre acteur. Et également évoquer les 4 degrés de souveraineté que vous avez créés chez Google en fonction de vos clients et de leurs besoins, et qui font votre spécificité parce que vous êtes le seul acteur à proposer ça. Merci Elsa. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, c'est des questions qui ne sont pas nouvelles, qui ne sont pas arrivées avec Covid. C'est des problématiques qu'on a déjà eues et dont on discute avec nos clients depuis déjà plusieurs mois. Je voulais pour commencer déjà dire que nous comprenons cette question, ce débat sur la souveraineté que nous avons aujourd'hui. Et en tant que société de nouvelles technologies, nous pensons que nous avons notre expertise, nous avons l'expertise technique notamment, pour apporter un cloud souverain, pour apporter de la souveraineté à nos clients qui utilisent nos solutions. Sur cette question de la souveraineté, on a discuté ces derniers temps avec pas mal de nos clients, des décideurs politiques, et il est, on va dire, essentiellement revenu 3 éléments pour qu'une entreprise considère qu'elle a une souveraineté. Le premier, c'est le contrôle. L'entreprise souhaite avoir le contrôle sur la donnée qu'elle a dans le cloud. Et quand on dit le contrôle sur les données, c'est le contrôle sur qui utilise les données et aussi le contrôle par rapport au fournisseur lui-même, par rapport à Google Cloud lui-même dans mon exemple. Le deuxième élément, c'est l'inspectabilité, c'est la capacité de pouvoir vérifier que les actions d'un administrateur d'une société cloud, de Google Cloud par exemple, ne puissent pas contrevenir aux règles, aux contrôles que l'entreprise a mis en place. À titre d'exemple, si une entreprise a dit « je souhaite que mes données soient situées en Europe, en France, traitées par des administrateurs européens », il ne faut pas que demain, parce qu'on met en place une nouvelle stratégie, on met en place un nouveau produit, que ces règles puissent être contournées par un administrateur. L'inspectabilité. Troisième élément, la capacité de survie. Une des problématiques qui revient souvent lorsque nous rencontrons nos clients et lorsque nous discutons avec les décideurs politiques, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que si Google demain disparaît, si Google demain ne peut plus fournir un service, par exemple à une société européenne, comment est-ce qu'une société qui utilise Google Cloud peut continuer à utiliser ses charges de travail, ces fameux workloads, comme on dit en anglais, et peut le faire en autonomie sans même la présence de Google. Et pour ça, c'est la raison pour laquelle nous avons défini ces 3 niveaux d'autonomie qui correspondent en fait à ces 3 problématiques. Par rapport au contrôle, on souhaite offrir aux clients et on s'engage à offrir aux clients une souveraineté de la donnée pour répondre à la problématique donc, de contrôle. La souveraineté de la donnée, c'est quoi? C'est permettre au client d'être l'ultime arbitre des accès à sa donnée. C'est pouvoir, par exemple, via des outils comme Key Access Approval, pouvoir dire non à Google lorsque Google, par exemple, doit opérer des opérations de maintenance et dans ce cadre-là, avoir accès potentiellement aux données des clients, pouvoir dire non, je ne vous autorise pas à avoir accès à mes données. Et chaque innovation qu'on a mis en place dernièrement vont finalement venir répondre à cette problématique de souveraineté. Par rapport à la question de l'inspectabilité, on va offrir aux clients ce qu'on appelle une souveraineté opérationnelle, c'est-à-dire que le client va pouvoir avoir non seulement des logs en quasi temps réel sur les accès à ces données, mais va pouvoir aussi prendre des actions pour empêcher un administrateur chez Google de faire des actions, de modifier les contrôles que le client lui-même a mis en place. Et enfin, sur la capacité de survie, nous avons pris l'approche de fonder notre technologie sur de l'open source afin de permettre aux clients d'avoir une flexibilité. Le fait d'avoir cette ouverture avec l'open source va permettre aux clients potentiellement de pouvoir se prémunir contre une disparition, par exemple, de Google ou une interdiction de Google de lui fournir un service et de pouvoir opérer à moyen ou long terme le même service, ces charges de travail qui sont sur notre cloud, sans même que Google soit présent sur la photo. Je pense qu'on est passé d'une situation où la majorité des entreprises avaient leurs données, on va dire, on-premise, chez eux, avaient le contrôle sur la donnée, avaient la capacité d'avoir cette inspectabilité et de pouvoir finalement changer de fournisseur quand elles le souhaitaient. Aujourd'hui, le passage dans le cloud nécessite, de la part des fournisseurs, comme des fournisseurs en tout cas cloud, d'offrir ce même degré de souveraineté à ses clients, ces mêmes contrôles, et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui chez Google Cloud.
D'accord, et l'une des craintes qui revient régulièrement à propos des acteurs du cloud américain, c'est le fait que les données puissent tomber entre les mains d'autres acteurs américains en raison du Cloud Act, qui est régulièrement invoqué également. Quels mécanismes sont mis en place chez Google pour se soustraire à ce Cloud Act ou pour y résister? Mais on rappelle que sur requête du gouvernement, a priori, il est possible d'accéder aux données, notamment par exemple les données de santé des Français pour ce qui serait Microsoft. Donc quels mécanismes ont été mis en place et en quoi ces mécanismes diffèrent en fonction des acteurs du cloud? Est-ce que vous pourrez éventuellement les comparer par rapport à ceux qui ont été mis en place chez Amazon ou chez Microsoft? Très bien. Alors je pense que le Cloud Act, tout le monde connaît aujourd'hui. Je veux juste rappeler que le Cloud Act n'est pas une législation sur le cloud, c'est un acronyme qui signifie, qui veut dire Clarifying Lawful Overseas Use of Data et qui a donné Cloud Act. Quelle est la position de Google lorsqu'on reçoit de manière générale une demande d'accès à la donnée par un gouvernement? On a une politique claire sur ces questions-là et le premier point, c'est que nous renvoyons l'autorité vers le client. Nous sommes dans un Google Cloud, on opère sur le marché B2B, nous sommes sous-traitants des données, les données appartiennent au client et nous demandons à l'autorité d'aller récupérer directement les données au prix du client et pas au prix du sous-traitant. Cette position correspond à la politique du ministère de Justice américain et correspond aussi à ce que les travaux de l'Union, au sein de l'Union européenne sur le fameux règlement e-Evidence. Le deuxième point, c'est que lorsque finalement on reçoit ces types de demandes, nous informons les clients pour avoir leur instruction, pour leur permettre de se défendre, et aussi parce qu'elles sont propriétaires des données, sauf lorsqu'on a une interdiction légale de ne pas le faire. Lorsqu'on a une interdiction légale de ne pas le faire, nous regardons la validité de cette interdiction, nous la contestons lorsque nous avons des motifs légitimes. Souvent, c'est des interdictions qui sont limitées dans le temps, donc entre 60 et 90 jours. Nous avons des exemples, vous pouvez regarder par exemple si vous tapez sur Google notre page rapport de transparence, nous avons des exemples où nous sommes allés devant la Cour pour essayer de démystifier un peu ces questions-là, où nous sommes allés devant la Cour parce qu'on a reçu une ordonnance de non-divulgation, les fameuses gag orders en anglais, pour défendre les intérêts de nos clients. Donc nous contestons lorsque on nous interdit d'informer les clients parce que nous estimons que c'est aux clients en tout cas de pouvoir répondre à ce type de demande. Ensuite, nous n'offrons pas de backdoor à n'importe quel gouvernement, nous ne donnons pas un accès détourné aux données au gouvernement tiers, et nous sommes très transparents sur ces types de demandes. Comme j'ai mentionné à l'instant, nous avons publié un rapport de transparence qui détaille, en tout cas, qui donne des chiffres sur ces types de demandes, sur le nombre de demandes que nous recevons pays par pays. Et nous l'avons d'ailleurs tout récemment splitté entre les demandes des consommateurs, mais aussi les demandes qui portent sur la partie sur les offres entreprises. Et je vous invite d'ailleurs à regarder ce site, rapport de transparence Google Cloud, parce que ça permet de démystifier un peu ce type ces questions sur le Cloud Act. Ça, c'est la réponse, on va dire, juridique pour cette question. À côté de ça, nous avons aussi des outils, comme j'ai indiqué, pour permettre techniquement à une société de pouvoir se prémunir contre ces questions. Et je veux mentionner par exemple la possibilité pour nos clients de pouvoir héberger, de pouvoir gérer leurs clés de chiffrement à l'extérieur de l'environnement Google. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que les clients vont pouvoir utiliser une société française qui va leur générer la clé, qui va la gérer pour les entreprises et bénéficier du coup, pour chaque fois que Google a besoin d'avoir accès à la clé, de fournir une justification et de pouvoir dire non, de pouvoir refuser l'accès à Google à ces clés. Et j'aime le dire, c'est ces deux fonctionnalités, la possibilité d'héberger les clés effectivement et de les générer à l'extérieur de Google, mais aussi la capacité de dire non à Google lorsqu'on a besoin d'avoir accès à la clé, ça va donner un niveau de contrôle qu'aucun autre fournisseur n'offre aujourd'hui sur le marché. Monsieur Coustillard, je vois que vous prenez des notes, peut-être souhaitiez-vous réagir à ce que disait Fénitra? Non, réagir oui, mais je pense qu'Éric Botorel réagira aussi, en prenant là aussi du recul. Je comprends bien que les sociétés, les GAFA, et tous les efforts que fait Google, mais pour préserver ses clients, et lui aussi, la société est pris en marteau, entre l'enclume et le marteau, et d'un côté des clients qui veulent avoir des services performants et une souveraineté ou un accès à leurs données, et de l'autre côté un État américain qui réglemente. Donc on peut nous faire des réponses techniques,
sur le contrôle des données, mais quand on regarde quand même ce qui se passe aujourd'hui chez nos amis américains, on n'est pas dans une dynamique de respect, de respect des partenaires. Le Cloud Act était un épisode. Les Républicains, je crois, sont en train d'essayer de faire passer une loi pour avoir accès au code source des clés de chiffrement. Tout ça, ça se passera dans les discussions discrètes avec l'administration. Et puis, on voit bien que le président Trump avait fait fermer les services Internet pour certains pays. Donc, on est quand même, d'un côté, dans un... Il ne faut pas être naïf, quoi. Il y a des sociétés américaines, comme on peut avoir des sociétés françaises aussi qui travaillent aux États-Unis, qui sont prises sous pression. Et de l'autre côté, on a un État américain qui entend bien conserver et exprimer totalement sa suprématie et son hégémonie sur l'espace numérique et qui n'a pas envie que l'Europe, qui est quand même son réservoir de développement, entre le marché chinois, il ne peut pas pénétrer, le marché américain où il est quasiment chez lui. Bon, où est-ce qu'il va pouvoir faire du développement, où est-ce qu'ils vont pouvoir développer? C'est le marché européen, puisque l'Afrique a quand même moins d'argent. Donc on voit bien, on est dans ces deux mouvements-là. Donc je comprends tous les efforts que font Google. Et de côté, les entreprises françaises, nous aussi, on a besoin des technologies, des GAFA. Il y a une telle avance, comme il a été dit, qu'il faut trouver cette voie d'autonomie stratégique. C'est pour ça que je parle de partenariat équilibré. On a des grands acteurs européens. Il y a des coopérations pour le moment à monter, parce que c'est dans l'intérêt, je pense, des GAFA aussi de trouver des accords pour ne plus être complètement coincés entre un gouvernement qui légifère et puis de l'autre côté, des clients qui ne sont pas contents ou qui sont inquiets. Dans ce cas-là, et c'est une question qui pourra s'adresser à vous trois, quels sont les réflexes à avoir absolument ou les points de vigilance à surveiller pour faire en sorte de garantir cette souveraineté de l'État français en matière de cloud? On a déjà un petit peu abordé les solutions qui pourraient être abordées, mais à quoi est-ce qu'il faut faire spécifiquement attention en la matière? Peut-être qu'on peut essayer sans micro. Je sais pas, peut-être, mais pour la retransmission vidéo, je sais pas. Ah oui, oui, en effet. Ouais. C'est le problème, oui. C'est vous la professionnelle des médias. Hein, moi, je ne sais pas si on peut faire un closier particulier de comment on pourrait cocher un certain nombre de cases. Bon, c'est moins un sujet de parlementaire en vrai. Hein. Enfin, si on commence à écrire dans le droit et dans la loi de manière extrêmement rigide quels sont les prérequis pour s'assurer la souveraineté. D'abord, je redoute qu'au rythme où vont les évolutions, on soit obligé de siéger assez régulièrement pour faire une mise à jour du droit. Et que du coup, le jour où il s'applique, il n'est plus en coordination avec la réalité des choses. Mais je me prête volontiers à cette question. La détention par le client des clés de chiffrement où ce soit stocké, ce qui permet d'ailleurs de dire que Google n'est pas le seul prestataire. Il était peut-être le premier, mais il n'était pas le seul. Ce qui rassurera celles et ceux qui ont des questions sur ce sujet pour le Hub Data Health, par exemple. Mais bien évidemment que sur la partie clé de chiffrement, bien évidemment que sur la partie supervision et comment dire, accès aux informations qui circulent sur le réseau, de sorte qu'on puisse identifier aussi les actes malveillants. La maîtrise, ce qui me paraît fondamental, c'est tout ce qui revient, tout ce qui est réversibilité, interopérabilité, portabilité, c'est des facteurs clés, de sorte de ne pas se retrouver prisonnier d'une offre totalement propriétaire. On a souffert de ça pendant des années, j'ai commercialisé ces offres dans les années 80-90. Puisqu'il y a encore des choses à écrire en matière de standards technologiques, et en matière de standards tout court, il ne s'agirait pas que les positions de marché dominantes écrivent elles-mêmes les standards qui doivent être adoptés par l'écosystème. Parce que là, on rentre dans des logiques ensuite où la compétition n'est plus loyale et la concurrence ne peut plus s'opérer. Donc la vigilance du législateur ou de l'exécutif, elle ne se situe pas au niveau de la loi sur les... ça c'est aux responsables, au DSI ou aux responsables des achats ou au RSSI d'écrire correctement un appel d'offres pour s'assurer les services d'un prestataire. Les principes du législateur sont... je salue d'ailleurs la présence d'un collègue sénateur ici, c'est de travailler plutôt sur les principes haut niveau. On ne va pas aller dans le détail, dans la cuisine. Nous, ce qui compte, c'est de savoir, après tout, ce qu'on veut manger, ce qu'on y met dedans, on y est vigilant, mais c'est moins nos éléments de contrôle. Donc moi, je ne veux pas faire ici l'inventaire de la checklist pour démarrer un service cloud, parce que ce n'est pas mon job. Oui. Mais peut-être côté DSI, du coup, vous pourriez nous en dire plus sur ces réflexes à adopter ou c'est pas forcément? C'est pour vous, Monsieur Cossier. Non,
Non, mais bien sûr que la réversibilité est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, les travaux à l'Union européenne, il y avait un groupe de travail, SWIPO qui essaie de retrouver ça. Mais effectivement, là, on rentre dans des points techniques qui sont assez compliqués, pour organiser tout ça, oui. Mais ça fait partie du paysage. Et comme Google dit, je travaille sur des logiciels libres, sur des souches libres. Oui, ça rentre. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, les GAFA sont les premiers contributeurs à une très nombreuse communauté de logiciels libres. Et Microsoft est aussi extrêmement présent dans toutes ces communautés. Donc tout le monde a bien compris que la brique libre est quelque chose qui est très intéressant, mais une brique libre mise dans une architecture que vous entretenez, elle n'est plus très libre au bout d'un moment, puisque finalement c'est tout le processus qui est important, plus que la brique logicielle elle-même. Mais voilà, je peux vous donner comme élément de réponse. Mais moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans les débats jusqu'à il y a peu de temps, on entendait assez peu parler du cloud. On parlait beaucoup de souveraineté numérique, on parlait beaucoup d'innovation. On regardait finalement la partie émergée, on disait les startups. Mais d'un autre côté, les startups, si elles n'ont pas quelque chose, se poser une infrastructure et un cloud, derrière, c'est bien souvent, elles vont aller chez nos grands GAFA pour ensuite être achetées par l'un d'entre eux ou autre chose. Donc remettre aujourd'hui, comme l'a rappelé la commissaire européenne, l'infrastructure au cœur du sujet, qui est quand même la première brique. Si on veut bâtir quelque chose où on retrouve une souveraineté, une autonomie stratégique, la première brique, le fondement, c'est pas bâtir sur du sable, c'est bâtir sur du costaud. Et costaud, c'est l'infrastructure. Et cette infrastructure, généralement, elle coûte quand même des centaines de millions d'euros. C'est pas quelques millions d'euros d'innovation où on sort en DevOps avec une start-up où on met 4 personnes, un logiciel en 3 jours, 3 mois, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, qu'on trouve dans tous les labs. Derrière, il faut quand même autre chose derrière tout ça. Donc un socle IaaS, passe costaud, puis ensuite pouvoir développer des initiatives. Voilà. Et on parlait de l'initiative Gaia-X, également du partenariat T-System OVH. En quoi cette initiative est prometteuse? Est-ce qu'on n'arrive pas un peu tard en la matière? Et de quel œil, par exemple, ces initiatives sont perçues par des acteurs du cloud comme Google? Déjà avant tout, pour revenir effectivement à ce qui s'est dit, nous saluons le rôle moteur de l'Europe dans la réversibilité et aussi l'encouragement à consulter tous les partenaires, que ce soit européens ou non européens, sur ces questions. On mentionnait SWIPO à l'instant, Switch in Portability, qui d'ailleurs vient du règlement européen sur la libre circulation des données non personnelles. Nous saluons aussi les discussions sur Gaia-X. Google participe à ces discussions, apporte son conseil et son expertise technique par rapport à ces questions-là. Et je pense que notre stratégie d'utilisation des logiciels en open source, au fait, va aussi favoriser l'écosystème de manière générale, parce que ça va créer de la concurrence sur le marché du cloud et ça va aussi aider à faire promouvoir des talents, on va dire, locaux et européens. Vous avez peut-être un mot à ajouter sur le sujet? Non, pas particulièrement. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. D'accord, très bien. Oui, non, je reviens toujours un peu moi sur mon rôle d'avoir été DSI du ministère des Armées, d'avoir quand même pas mal discuté avec mes camarades dans le SIGREF. Je crois que ce que les DSI attendent, c'est une offre de service. Quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui lui permette d'être efficient. Et ce que je trouve, moi je suis un éternel optimiste, sinon je serais allé planter mes choux dans mon Gers natal. Non, ce que je regarde, c'est qu'il y a quand même, depuis quelques mois, depuis tous ces débats sur la souveraineté et surtout sur le Covid, un mouvement, une dynamique qui a démarré, petite peut-être, mais qui démarre. Bon, là aussi, quand vous regardez sur LinkedIn, il y a beaucoup de choses qui sortent autour de l'initiative, je ne sais plus comment elle s'appelle, Open Cloud, Open Trusted Cloud que lance OVH. Il y a aujourd'hui de l'ordre de 200, je crois, solutions SaaS, alors qu'il y avait quasiment rien il y a quelques mois. Voilà, donc c'est des petites initiatives. Ça ne concurrence en aucun cas tout ce qu'offre AWS, Google ou Microsoft, mais il y a un frémissement. Voilà, je pense que ce frémissement mérite d'être encouragé. Quand même, faire un peu le SAV des initiatives qu'on peut prendre à l'échelon parlementaire. Quand je dis parlementaire, ça concerne les deux chambres. Cette année, enfin, on a fait adopter un amendement qui permet aux collectivités de bénéficier du fonds de compensation de la TVA versus les investissements. Donc, pour faire simple, enfin, je vois que certains dans la salle réagissent. Pour faire simple, depuis des années, en fait, on a encouragé fiscalement, budgétairement,
financièrement les collectivités à avoir leur informatique en propre, puisqu'on méconnaissait que les offres cloud, qui sont considérées comme de la location, puissent bénéficier de l'accompagnement et du soutien de l'État au travers de ce dispositif qu'est le FCTVA. Ça fait des années que j'en entends parler. C'est elle qui m'a précédé. Corinne Herel avait porté ce sujet de nombreuses fois à des projets de loi de finances. Je l'avais fait encore l'année dernière. J'avais vécu une seconde délibération assassine. Et cette année, à l'occasion d'un projet de loi de finances rectificative, dans une co-construction entre le Sénat et l'Assemblée nationale, enfin un dispositif a été adopté. Et moi, je m'en félicite parce que ça ouvre aux collectivités la possibilité, sans pénalité financière, et même avec un encouragement financier, à pouvoir se penser en termes de système d'information, à pouvoir bénéficier des services cloud, sachant que le Sénat a ouvert un peu plus loin que ce que j'avais fait. Moi, j'étais parti sur le mode IaaS de mémoire essentiellement, et que je crois que le Sénat a voulu aller plus loin sur le mode SaaS, PaaS, etc. Mais ça, c'est fondamental parce que ça met sur un pied d'égalité, ou en tout cas sur un pied de disponibilité de technologie. Et surtout, ça encourage les collectivités à penser leur système d'information en privilégiant du cloud. Et on est au cœur d'un sujet qui est celui de la cybersécurité. Moi, je suis intimement convaincu aujourd'hui qu'en termes d'agilité, mais aussi en termes de résilience et de cybersécurité, on a plus à gagner à cloudifier son infrastructure qu'à avoir son serveur dans sa salle informatique et sa sauvegarde sur bande dans le jardin du maire. Voilà. Donc, c'est ce qui arrive, hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà une petite actu parlementaire qui fait écho à la fois à la partie cloud et en même temps au sujet qui nous réunit ce matin, qui est celui de la cybersécurité. Je vous invite à commencer à réfléchir à des questions parce qu'on va bientôt passer à un échange avec les intervenants. Mais j'en aurai une autre pour vous, Fénitra. En fait, donc on a évoqué toutes ces craintes au sujet des acteurs du cloud américains. Dans le même temps, Google Cloud a signé un nombre assez important de contrats avec des acteurs à la fois français, donc on parlait de Renault, et également Orange, mais aussi européens, Deutsche Telekom, Telefonica. De quelle façon est-ce que ces craintes pèsent ou non sur votre rapport avec ces mêmes clients qui semblent malgré tout séduits par votre solution? Déjà avant tout, je voulais rappeler que Google Cloud est fondamentalement, s'engage à offrir son cloud service à tous les acteurs. Dans nos principes, nous souhaitons couvrir le plus grand large de cas d'utilisation possible et nous avons investi en Europe largement. On a annoncé fin d'année dernière la création de 3 nouvelles régions en Europe. En mai, le 28 mai dernier, nous avons annoncé la création d'une région en France, c'est-à-dire la création de nos propres data centers en France. Donc qui viennent s'ajouter aux 6 déjà existantes qui portent à 9 aujourd'hui notre région, on va dire nos régions en France. C'est suite à ces discussions-là, je pense, suite à nos engagements vers les clients européens, nos engagements sur la souveraineté, les solutions qu'on offre à ces clients-là, que nous avons initié ces discussions et que nous avons vu effectivement les premiers retours sur ces annonces, avec les annonces notamment en France avec Renault, par exemple. D'accord. J'avais aussi une question qui sera peut-être un peu technique, mais c'est sur l'invalidation du Privacy Shield par la Cour de justice européenne. Qu'est-ce que les entreprises françaises indiquent être un peu dans le flou en matière de données, de transfert de données, étant donné que les transferts de ces informations vers les États-Unis sont devenus un peu plus complexes, ou du moins ne sont pas soumis à un cadre juridique défini. Qu'est-ce que ça a changé pour les entreprises et quelles prochaines décisions réglementaires sont attendues en la matière pour clarifier un peu la situation? Je peux commencer à répondre, si vous voulez. Effectivement, la décision Schrems 2, je pense que tout le monde l'a en tête, c'est l'invalidation du Privacy Shield et une décision qui dit que les standard contractual clauses, les clauses contractuelles type continuent à exister, mais elles nécessitent des mesures supplémentaires pour être valides et pour pouvoir continuer à couvrir les transferts vers les États-Unis. Je pense fondamentalement que la question derrière qui a causé cette décision, c'est l'existence de lois de surveillance US et nous encourageons effectivement l'Europe, que ce soit sur la question de Schrems 2 ou sur la question notamment du Cloud Act qu'on a évoqué à l'instant, nous encourageons les discussions entre l'Europe et les États-Unis sur ces questions pour donner, on va dire, une assurance, en tout cas, pour permettre aux mécanismes juridiques de pouvoir continuer à exister. Nous attendons avec impatience les guidelines, les lignes directrices de la European Data Protection Board, la CNIL européenne sur ces questions. Et je pense que tous les acteurs en Europe aujourd'hui attendent ces guidelines avec impatience. Non, en première analyse, puisqu'on a invité souvent le Data Pulse
dans les débats, il se trouve que Stéphanie Combe fait partie de l'équipe qui est à mes côtés sur une partie de mon actualité qui est une mission qui m'a été confiée par le gouvernement sur Open Data, Code Source et données d'intérêt général. Et donc on a des échanges assez fréquents avec Stéphanie Combe et je sais assez précisément que par exemple sur le Hub Data Health, les clauses contractuelles qui ont été contractées avec Microsoft restent insensibles à cette décision. Ça ne change rien. Bah, justement, je profite de votre présence et du fait que vous ayez parlé de Stéphanie Combe pour revenir sur le Health Data Hub. Il était question qu'un appel d'offres ait lieu, on en a parlé lors de la préparation de notre intervention, mais qu'un appel d'offres ait lieu pour éventuellement basculer vers un autre acteur que Microsoft pour l'hébergement de ces données de santé. Où on en est? Est-ce qu'on en sait davantage? Est-ce qu'on sait à quelle échéance ça pourrait se faire? Ou est-ce qu'il n'en est plus du tout question? Il se trouve que c'est le secrétaire d'État au numérique qui a annoncé qu'il y aura un appel d'offres et que je ne suis pas le secrétaire d'État au numérique. Donc, non, j'ai pas d'informations particulières sur la date et même pour en avoir parlé avec Stéphanie Combe, elle est prête, le cas échéant, enfin elle est prête, elle se préparait le moment venu à rendre possible le fait qu'il puisse y avoir un appel d'offres, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'appel d'offres de lancé pour l'instant. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais vous faire passer le micro. Ah, c'est bon. Bonjour, Raphaël Marichet de chez Palo Alto Networks, une société de cybersécurité. La portabilité, c'est un élément absolument essentiel pour avoir confiance et avoir un peu d'autonomie stratégique quand on est entreprise ou État et qu'on veut aller dans un cloud. Google avait initié il y a presque 10 ans le Google Takeout, qui est devenu Data Transfer Project, auquel se sont adjoints d'autres entreprises de cloud. Est-ce que vous pouvez nous en parler aujourd'hui? Est-ce que Google soutient toujours l'initiative de portabilité des données? Alors, est-ce que Google soutient toujours l'initiative de portabilité de données? La réponse est oui, très clairement. Je dirais même que la portabilité de la donnée est dans l'ADN de Google et ce n'est pas uniquement marketing. Depuis plusieurs années avant que la réversibilité soit portée en tant que principe dans le RGPD et ensuite par le règlement européen sur la libre circulation des données non personnelles, nous avons mis en place la réversibilité dans quasiment tous nos produits. Et depuis plusieurs années, dans quasiment tous les produits de Google, les utilisateurs ont la possibilité d'exporter la donnée, en tout cas de la sortir de notre système. Et ça, au fait, ça correspond à l'initiative d'un groupe d'ingénieurs qui a voulu libérer la donnée. Chez Google Cloud, que je représente plus particulièrement sur l'offre entreprise, c'est quelque chose qui a été pris en compte, notamment par l'utilisation des solutions open source. Merci. Juste pour préciser la question, les données, je comprends qu'on peut les récupérer, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est la portabilité des projets qu'on dépose chez Google ou chez AWS ou chez Azure. Et aujourd'hui, concrètement, en tant que client ou en tant qu'exploitant, on a beaucoup de difficultés à ressortir un projet dès qu'on utilise de l'IA, dès qu'on utilise des fonctionnalités avancées, de l'élasticité du calcul, de la parallélisation du calcul. La difficulté est là aujourd'hui et je pense que ça nous handicape. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui là-dessus ? Aujourd'hui, nous travaillons avec le marché du cloud, avec les entreprises que vous avez citées essentiellement. On travaille aussi dans le cadre de cette initiative Switching Portability qui est menée au niveau de l'Europe, qui vise justement à avoir la capacité d'extraire les données, ça c'est quelque chose qui est déjà disponible, mais aussi à la capacité de pouvoir les rendre interopérables entre plusieurs services. D'autres questions peut-être? Non? Non, très bien. Écoutez, on va finir. Vous êtes certain que vous n'avez pas de questions à poser sur le cloud en matière de souveraineté? Est-ce qu'il y avait des points peut-être que vous souhaitiez ajouter ou des points pertinents sur la question qu'on n'a pas abordés qui mériteraient d'être explicités? On a fait à peu près le tour de la question. Il me semble qu'on a fait le tour. Moi, je ne vais pas ouvrir. En préparant cette table, on avait évoqué que je puisse évoquer la mission sur laquelle je travaille. Mais franchement, on peut. Non, ça peut être intéressant. Quels sont les autres? J'aurais pas donné le sentiment que c'est moi que je fais là. Non, si j'invite ça à ce stade, c'est que juste parler d'un truc. En fait, bon, cette mission existe, il y a une douzaine de personnes qui travaillent à mes côtés. Et c'est pour ça qu'elle s'appellera pas la mission Botorel, parce que c'est une mission collective. Donc le sujet, c'est données d'intérêt général, code source, open data. On a un sujet, on remettra un rapport d'ailleurs au gouvernement début octobre, qui sera un rapport d'étape, et on remettra notre rapport final à la fin de l'année. Il y a un petit sujet qui parfois me
me préoccupe, c'est que je pense qu'on a bien balisé le sujet de la protection de la donnée personnelle. On a un cadre qui est très homogène en Europe avec le RGPD. Je m'aperçois somme toute que cette mission, qui n'est ni... on n'est pas des ayatollahs d'ouverture ou des amiches de la fermeture. Mais entre l'ouverture et la fermeture de la donnée, il y a aussi des notions de partage, d'accessibilité qui doivent pouvoir se construire. Et je pense qu'il faudra qu'on fasse émerger un certain nombre de dispositifs réglementaires ou législatifs qui encouragent ou qui favorisent plus d'accessibilité, plus de partage entre les acteurs publics et privés, etc., de sorte que la donnée puisse circuler. Là aussi, je fais écho à l'introduction qui a été faite tout à l'heure. La lente construction de nos modèles informatiques, finalement, entretiennent des visions très sectorielles qui se traduisent souvent en silos, verticalité et difficulté de circulation de la donnée. C'est clé pour l'action publique, parce que l'open data, c'est plus de confiance, plus de transparence, de l'innovation. Là où je veux en venir, puisqu'on parle de sécurité, c'est que je pense qu'on a un niveau mature. La France se situe plutôt pas mal au niveau des différents benchmarks sur l'open data, UK et les Américains devant, mais la France dans le trio. On arrive à des points limites de ce que l'on aura pu faire en matière de libération de données, mais il faut, même si on veut réfléchir un peu plus loin, aujourd'hui arrive assez souvent dans les débats la notion de sécurité. Je ne parle même pas de la notion de sensibilité de la donnée, mais la notion de sécurité. Or, je m'aperçois aussi que souvent la notion de sécurité, elle est débattue, mais pas forcément avec des experts de la sécurité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une évaluation des risques. Et donc, on a probablement un frein, au-delà des freins dont on parlera dans ce rapport d'étape, qui repose sur le fait que pour se prémunir d'un risque dont on préjuge qu'il pourrait arriver, on prend en définitive le contre-pied de ce qui était l'essence même de ce qui avait été écrit dans la loi Le Maire, qui fait l'ouverture par défaut, et on fait par faire de la fermeture par défaut, de ce qui reste à accomplir, j'entends, sachant qu'il y a encore une fois des choses qui ont été accomplies. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut probablement qu'on travaille. Je pense qu'on là aussi, on est peut-être des grands brûlés de Clémenceau. La cybersécurité est une chose trop sérieuse pour la laisser seulement à Guillaume Poupard. Mais je pense que si on agit ainsi, et pour le coup, je m'inscris en faux, et je pense qu'il faut que les RSSI, je pense qu'il faut que les gens de la sécurité investissent le champ des réflexions de celles et ceux qui pensent ces architectures, parce que c'est tout à fait essentiel, et y compris avec les administrateurs de données, y compris avec les DPO, parce que cette notion clé qui est celle de l'approche du système d'information par la data, si elle ne prend pas en compte l'état de la menace réelle et qu'elle ne se nourrit uniquement que de préjugés ou de parts fantasmées, alors on va avoir de vrais sujets pour rendre plus opérationnelles encore des notions d'interopérabilité, des notions de circulation de la donnée. Voilà, je vous livre quasi en scoop un des éléments qui sont des éléments identifiés après un mois d'audition intense des différents acteurs du système qu'on va conduire jusqu'à la fin de l'année. Mais je suis assez préoccupé de voir, pour n'en citer qu'un, des comités d'éthique de la donnée ne pas embarquer dans leur talent des gens issus de la sécurité. On peut être un très bon PhD, on peut être très bon à la CNIL, mais on a aujourd'hui des sujets de sécurité dont il mériterait qu'ils soient traités, entre autres, par des gens qui connaissent parfaitement l'état des menaces et parfaitement les meilleures solutions à y apporter. Sinon, encore une fois, on apportera des réponses qui seront surdimensionnées et on se privera d'innovation. Il n'y a pas que le Parlement, il n'y a pas que la loi, il n'y a pas que l'exécutif qui peut enfreindre et qui peut limiter l'innovation. Il y a aussi ce que l'on se décrète soi-même pour répondre à un risque potentiel. Et il faut évacuer les risques potentiels pour se consacrer aux risques réels. Je peux juste rajouter un témoignage. Je souscris alors là, totalement à ce que vous venez de dire. Et notamment, quand on regarde les comités d'éthique ou des démarches de ce genre-là, bien souvent, on fait en sorte d'en écarter les techniciens, parce qu'on est mal, pas les techniciens, parce que c'est trop compliqué. Trop compliqué, plus facile de réfléchir au fusil qui tire tout seul dans un coin que se poser la question de la donnée qui va permettre de faire ça et puis comprendre toute la profondeur technique qu'il y a derrière dans l'IT, dans l'infrastructure. Donc c'est pour moi un problème d'acculturation extrêmement forte. Et dans l'acculturation numérique, on peut dire aujourd'hui que tous les dirigeants, que tous les cadres des grandes entreprises ou des grandes organisations, y compris dans l'État, on touche aujourd'hui un vernis.
Alors, ils ont tous fait des tas de séances de sensibilisation. Moi, j'avais créé le Cercle Défense Connect pour sensibiliser les 30 plus hautes. Mais derrière, entre ce vernis où ils ont tous compris, où ils peuvent en parler, et comprendre que la télé, la profondeur du numérique derrière, parce qu'il faut être capable quand même pour pouvoir s'exprimer sur l'éthique, de savoir exactement ce que c'est qu'un cloud, ou sur la donnée, qui l'entraîne, comment entraîne les algorithmes, d'où ça vient, et ainsi de suite. Et cette espèce de profondeur-là n'est pas encore assez partagée. Et je ne fais pas un scoop. La ministre, dans mon entretien de départ, m'a demandé de lui donner mon appréciation de ses grands subordonnés, des principaux cadres, des 30 principaux cadres du ministère, en les notant sur leur niveau de maturité numérique entre 0 et 5. Bon, je vous laisse, je ne vais pas révéler ce que j'ai dit, mais voilà, c'est cette espèce de maturité numérique qui repose sur de l'acculturation, qui doit au Parlement, vous êtes un certain nombre à avoir cette profondeur, mais on doit l'avoir quasiment partout. Et on voit bien que bien souvent les COMEX des entreprises manquent de cette profondeur, et le RSSI reste dans son coin, il parle entre RSSI, tout le monde se comprend. Les architectes parlent dans leur coin, les spécialistes de la donnée. Donc le désenclavement, c'est un petit peu ce qui était recherché par l'État aussi, avec la création des directions du numérique, pour essayer de faire en sorte que toutes ces choses-là soient traitées en même temps. Et je pense que c'est extrêmement important que tout cela soit bien compris. Voilà, peut-être un témoignage aussi. Merci. Monsieur le sénateur, vous parlez d'innovation. Amiral, vous avez été DSI des armées. Bien sûr, vous êtes sensible à ce sujet de maturité, sécurité et confiance. Mais un DSI, typiquement celui de BPI France, que je n'ai pas l'honneur de connaître personnellement, à qui on demande en 48 heures de sortir une plateforme pour les citoyens qui est très scalable, celui qui va lui reprocher d'être allé chez AWS ou Azure ou Google, c'est celui qui n'a jamais été DSI. On est bien d'accord. Est-ce que, donc vous parlez d'innovation, est-ce que même si on arrive à construire une offre cloud de confiance, trusted européenne ou franco-européenne, est-ce qu'elle va quand même rencontrer son marché? Est-ce que le DSI aujourd'hui, je ne parle pas des armées, je parle du DSI normal, est-ce que le DSI n'est pas soumis au time to market? Il y a une contrainte budgétaire qui fait qu'il va systématiquement aller au plus facile. Et le plus facile aujourd'hui, c'est là où il y a le moins de contraintes. En tant qu'ex-membre du SIGREF, je peux simplement regarder le parcours qui a été fait sur un an dans les groupes de travail du SIGREF sur le cloud de confiance. Au début, il y a un an et demi, quand ces sujets-là étaient mis sur la table, tous les DSI sont ouverts des grands yeux. On se dit, mais de quoi ils parlent? Ils sont malades, ils sont fous. Ça n'a pas de sens. Cloud privé, cloud public. On revient un an après, un certain nombre d'événements fait en sorte qu'il y a une oreille beaucoup plus attentive pour que dans une partie du jeu, pas sur toutes les données, tout dépend des entreprises, dans une partie du jeu, le besoin de garder dans un cadre juridique maîtrisé un certain nombre de choses est important. Voilà. Donc je pense qu'il y a là aussi, tout à l'heure, il y a une histoire qui s'écrit, il y a une dynamique qui est en marche, il y a des partenariats, des coopérations organisées avec les grands GAFA. Oui, vaut mieux, je pense, organiser le partenariat avec les grands GAFA qu'avec Alibaba ou d'autres. J'aime bien quand vous dites qu'il y a une dynamique qui est en marche, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Moi, on partage quelques moments avec Henri Verdier qui était là tout à l'heure, donc je pense qu'il a d'autres obligations. Et je vais reprendre sa formule parce qu'on échangeait tout à l'heure avant de démarrer cette table ronde pour répondre à votre question, enfin pour tenter d'apporter une réponse, pardon. À la fin des fins, l'offre cloud qui marche, c'est celle qui rencontre un client, puis un deuxième, puis un troisième, puis plein. Voilà, donc le reste, c'est bien évidemment que ça nous occupe, bien évidemment qu'on peut avoir des dispositions qui peuvent empêcher la rencontre, mais quand même, à la fin, c'est un peu ça qui se passe. Donc voilà. Et on parle beaucoup du fait qu'il y a eu une prise de conscience accélérée de ces questions de souveraineté numérique avec le confinement. Est-ce que vous, au sein du Parlement, c'est quelque chose que vous avez ressenti? Et est-ce que c'est une prise de conscience suffisante, selon vous? Alors, j'ai pas compris le début de la phrase, pardon. Ah pardon, oui c'est vrai. En fait, ce qui est dit régulièrement, c'est qu'il y a une prise de conscience de ces enjeux de souveraineté numérique qui existaient déjà auparavant, enfin qui préexistaient au confinement, mais qui s'est accélérée avec cette phase-là. Est-ce que vous l'avez ressenti au Parlement concrètement, ou est-ce que c'est simplement des propos qu'on tient mais qui n'ont pas de réalité concrète? Non, vous avez raison. Je pense que tout le monde a pris conscience de à la fois la dépendance et en même temps la richesse de nos écosystèmes. Hein. En premier, je pense d'abord, ou tout premier, c'est celui qui porte la capacité des échanges. Je ne vous cache pas que quand on a
enfin, quand le président de la République a pris la décision et que le Premier ministre a décliné opérationnellement les choses du confinement, la première tension, c'était sur les opérateurs télécoms. Et on s'est tourné vers eux. On avait un peu une expérience de ce qui se passait en Italie, qui avait procédé à peu près à la même chose. Les uns et les autres, vous avez vu sur les réseaux sociaux, hein, la consommation d'un certain nombre de contenus, je ne vais pas détailler ici, l'usage de jeux en ligne, etc. Donc la première préoccupation, ça a été de se dire, est-ce que la piscine qui se remplit va tenir ? On a été rassuré assez vite et on a pris des dispositions dans le droit, permettant d'ailleurs aux opérateurs de pouvoir gérer au mieux le surplus d'activité qui a eu lieu en définitive. Mais qui a été contenu et en tout cas plutôt bien administré. Moi, je salue le travail de celles et ceux de la première ligne. Hein. On voit à peu près souvent les mêmes, mais je pense qu'on pense peu à ces acteurs du quotidien qui viennent réparer des lignes, tirer des lignes et qui ont été tous ces personnels des 4 opérateurs téléphoniques que nous connaissons chez nous. Ça a été la première préoccupation. Ensuite, derrière, et quand il a fallu faire en sorte que les enfants puissent passer en cours à distance, franchement, si on avait dit en 2017, ça serait bien que la majeure partie des élèves puissent suivre leurs cours à distance, on serait encore à définir le modèle qu'on devrait retenir pour le faire. Là, ça a été à la fois d'une brutalité, parce que les choses ont été faites en très peu de temps, et ça a fonctionné. Enfin, on trouvera des moments où... Et quels enseignements vous retirez finalement de cette période sur ces questions ? L'enseignement, c'est qu'on peut accélérer sur des choses dont on pensait qu'elles pourraient rendre des services. Je vais prendre un exemple, c'est celui qu'on connaît le mieux, celui qui est le plus illustré, le plus commenté, c'est celui de la téléconsultation. On a discuté pendant des années de la saturation des urgences qui cristallisait quoi en définitive ? L'absence de médecine de ville progressive et la difficulté de pouvoir accéder à une offre de soins, qui est la résultante de politiques lentes, de choix aussi, de financement, d'efforts financiers pas réalisés, de ne pas vouloir voir l'évolution démographique de notre pays et de considérer qu'il n'y avait pas un problème de recrutement des médecins. Enfin, on va dire les choses clairement. Aujourd'hui, les débats qu'on a en ce moment, c'est pourquoi vous n'ouvrez pas des lits ? Les lits, ce n'est pas le problème, mais si vous n'avez pas d'anesthésiste, vous n'avez pas de praticien, et en fait, c'est un peu le sujet. Et ça s'est décliné aussi dans la médecine de ville. La téléconsultation, ça n'est pas l'alpha et l'oméga qui va permettre de régler tous les problèmes de la santé. Mais ce qui est très certain, c'est qu'on est passé au mois d'avril sur le podium des 3 pays qui recourent le plus à la téléconsultation. J'ai plus les chiffres en tête, mais ça a été vertigineux. On est passé de quelques dizaines de milliers de téléconsultations sur une année à l'équivalent quasiment d'1 million, 800 000, je crois, sur la première semaine du mois de mai. Donc, vous ne pouvez pas ignorer ça quand vous êtes parlementaire, surtout quand vous avez travaillé sur des projets de loi où vous aviez des décisions à prendre sur le fait, par exemple, qu'une téléconsultation ouvre les mêmes droits en termes de remboursement, même si vous avez l'ordre des médecins qui vous appellent tard la nuit pour vous expliquer que ce n'est pas une bonne idée. Mais donc ça, c'est des choses dont je pense qu'il faut qu'elles puissent être préservées parce qu'elles ont permis d'apporter des réponses pendant la période d'urgence, mais elles apporteront des réponses demain, non pas que ce soit encore une fois l'alpha et l'oméga, mais c'est dans un dispositif de complémentarité parce qu'on a à faire face à une démographie qui ne nous est pas favorable, et une démographie médicale qui n'est pas favorable, et on peut faire des bons de cabri pour expliquer qu'il faut ouvrir des lits, mais je mets au défi quiconque, même en renvoyant des éléments budgétaires de soutien financier extrêmement forts, on a un sujet de recrutement, et un médecin, ça ne se fabrique pas en 15 jours. Donc il faudra des années, et même quand on aura mis des années, de toute façon, on aura à faire face à d'autres enjeux de ce type-là. Oui, la télémédecine, la téléconsultation en particulier, était quelque chose de fondamental. Sur le télétravail aussi, il y a eu d'autres déclinaisons, même si j'observe au travers de d'ailleurs ce que peut nous envoyer Google ou Waze ou d'autres, qu'on est parmi les capitales qui reviennent au naturel plus rapidement que d'autres capitales européennes en matière de mobilité. Mais oui, il y a eu une vraie prise de conscience. Ce n'est pas un hasard si dans le plan de relance, il y a 7 milliards qui sont consacrés au numérique, dont notamment une grande partie qui n'a jamais été consacrée dans ces proportions-là, je pense à plus de 200 millions d'euros sur l'inclusion numérique. Tout ça, c'est le fruit du caractère indispensable des efforts à fournir, à la fois pour développer des offres de services, maintenir des infrastructures de qualité et permettre aux concitoyens de les utiliser et d'être en parfaite capacité de pouvoir le faire. Très bien. À moins qu'il y ait une question dans la salle. J'en pose... Ah, il va ici. Bonjour messieurs, merci beaucoup pour cette présentation.
J'ai une question concernant la problématique de la donnée et notamment la confidentialité de la donnée. On parle beaucoup de multiplication des services, mais aujourd'hui on parle peu de quelles données on a le droit de mettre dans les réseaux, de mettre notamment sur le cloud. Est-ce que vous avez, vous, une vision sur le sujet et notamment sur la partie éducation ? La partie éducation, c'est ça? Oui, tout à fait, notamment former. Vous parliez des DSI et des choix des DSI dans les solutions. Chacun sait qu'on a parlé de l'exemple de BPI, il y a des choix à faire lorsqu'on va sélectionner un service. Je pense que les DSI aujourd'hui ne sont pas forcément au niveau pour prendre des décisions et être en capacité de choisir le meilleur service en adéquation avec le risque qu'il y a à la donnée. Alors sur l'éducation, c'est un champ qui a été exploré, notamment avec la création, j'en parlais tout à l'heure, du comité d'éthique de la donnée de l'éducation. C'est Nathalie Sonac, je crois, qui pilote ça, elle est issue du CSA. Ils ont formulé 8, je crois que c'est 8 de mémoire, je dis ça, hein, je pourrais vous envoyer les informations, mais je crois que c'est 8 ou 9 recommandations qui ont été déposées le 11 septembre. Et ça se fait en amont d'un autre événement qui va avoir lieu et qui est programmé de longue date, qui est celui des États généraux du numérique et de l'éducation, et qui vont se dérouler, le lancement va avoir lieu au mois de novembre à Poitiers, sous l'égide du ministère de l'Éducation. C'est un vrai sujet que vous portez là, et donc il est en train d'être de nouveau exploré, parce que des réponses ont déjà été faites, mais je pense que s'il y a des questions, ça veut dire qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Je vous invite quand même à aller voir sur le site de ce comité d'éthique qui donne des recommandations à la fois sur le traitement, sur le stockage et sur la manière dont on opère avec un certain nombre de tiers. Voilà. Oui, moi je rajoute ça montre que le métier de la DSI est totalement en train d'évoluer. Le DSI ou son RSSI, qui étaient des métiers exclusivement techniques, deviennent aujourd'hui des métiers de manager. Et dans une DSI, de plus en plus, il faut qu'il y ait un administrateur de la donnée, et à côté de l'administrateur de la donnée, quelqu'un qui soit capable de faire du juridique, et pas quelqu'un de la direction des affaires juridiques, ce qui est complètement différent. Voilà, quelqu'un qui est capable de comprendre le droit, comprendre le cadre réglementaire dans lequel se déclinent les données, et d'être capable de discuter avec le RSSI et avec celui qui fait les architectures, qui contrôle dans les DSI plus classiques, pour ensuite bien gérer tous les ampleurs. C'est pour ça que dans les créations des différentes DINUM numériques, c'est pas que du retoilettage. Cette gouvernance haute de la donnée est essentielle, qui est très différent de la gestion des données qu'on fait à travers l'urbanisation, la description pour pouvoir les échanger. Et cet élément, effectivement, est capital, et c'est quand même relativement compliqué. Et dans certains grands groupes sur lesquels le ministère de la Défense s'est benchmarké, on a bien vu qu'une démarche de gouvernance de la donnée, ça demandait 2, 3, 4 ans avant de rentrer dans les mœurs et d'être instrumentalisé derrière. Voilà. Et simplement pour rebondir sur ce que vous disiez, quels sont les grands chantiers que vous avez eu à mener au sein du ministère des Armées en matière de cloud? Quels sont les arbitrages que vous avez dû faire sur ces questions-là, parfois en choisissant des solutions françaises ou européennes ou américaines? De quelle façon est-ce que vous avez vu une évolution sur la façon dont ces offres cloud étaient choisies? Et qu'est-ce qui, par exemple, se faisait avant et ne pourrait plus du tout se faire maintenant? Est-ce qu'il y a des cas comme ça concrets qui existent? Oui. Donc, le commissaire des armées n'est pas particulier, il a les mêmes difficultés que toutes les autres grandes administrations pour monter vers le cloud. La particularité, c'est que nous, on est dans un cadre assez simple. Donc, quand on dit que les données du ministère des Armées ne sont pas anodines et ne peuvent pas être mises hors du cadre juridique national français, ça ne pose d'état d'âme à personne. Ça paraît être du bon sens. Voilà, donc ce qui n'est pas forcément vrai quand on discute avec quelqu'un qui est dans une compagnie d'assurance ou encore dans le monde pharmaceutique qui a depuis les pieds des deux côtés de l'Atlantique. Donc nous, on n'a pas beaucoup d'état d'âme. Donc cette notion de cadre juridique, pour ça qu'il y aurait une loi, ça serait quand même beaucoup plus simple pour les services achats, pour le cadre du code des marchés publics et ainsi de suite. Mais on est bien sur cette dynamique-là. Par contre, effectivement, le game changer, la rupture, c'est ce que je l'ai dit un petit peu en début, c'est la donnée. On ne peut pas confier nos données à des gens avec qui on n'a pas de communauté de destin. Derrière la donnée, c'est tous les algorithmes. Et derrière les algorithmes, c'est tout ce que l'on a dit sur le DevOps. Parce que finalement, si on utilise des outils qui sont à l'extérieur pour développer nos propres systèmes, la portabilité,
le retour en arrière, tout ça, ça doit être très discuté. Effectivement, et on se heurte de l'autre côté à des pratiques commerciales, Oracle, SAP ou autres, qui sont de rendre leurs clients de plus en plus captifs par des abonnements de plus en plus longue durée, dont les coûts, tout ce que je dis, vous le trouvez sur le portail ressources ouvertes du SIGREF, qui a un groupe de travail sur les éditeurs de logiciels, et voilà. Et je les comprends aussi, parce que pour eux, c'est un changement de modèle. S'ils ne sont pas dans le monde du cloud, la façon de distribuer leurs logiciels change. Donc cette montée vers le cloud, quand même, est un changement extrêmement profond dans la façon de consommer de l'informatique, de développer les systèmes. Voilà, donc ce n'est pas achevé. On est quand même dans un monde numérique qui est extrêmement dynamique. Tous les 6 mois, 2 ans, il y a des changements extrêmement forts. Il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, donc ça répond à votre question. Mais donc pour le ministère des Armées, il va y avoir un appel d'offres sous peu, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on change un peu le modèle. C'est plus celui qui est au centre du jeu, c'est plus la filière, c'est plus la DSI telle qu'on l'a conçue historiquement, très télécom ou très infrastructure. Il faut qu'elle se rapproche davantage davantage de ses clients. Parce que pour consommer du cloud, soit on achète vers le bas du IaaS et du PaaS, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est le service qui est au-dessus. Et le service qui est au-dessus, c'est l'utilisateur qui l'achète. Et quand vous êtes dans un grand ministère comme le nôtre, auquel vous avez plus de 300 métiers à peu près, vous avez un certain nombre de DSI métiers qui sont en très très grand nombre. Et quand vous êtes à la tête d'un truc comme ça, votre question, c'est je ne peux pas mettre mes données chez 50 cloud providers ou chez 50 industriels différents. Donc, comment je les gère? Voilà. Donc, c'est des sujets que tous les grands ministères ou toutes les grandes entreprises ont. Voilà. Bon, Monsieur Botorel va nous quitter. Merci à vous pour votre participation. Bonne journée. Il y a une question dans la salle. Ma question est très courte. Que pensez-vous du Digital Services Act porté par Thierry Breton au niveau de la Commission européenne? C'est dommage qu'on vient d'avoir le député Botorel qui vient de partir. Oui. Je suis vraiment en charge de la partie cloud chez Google Cloud en tout cas. Et c'est une question que chez Google on prend effectivement très au sérieux. Je vous invite à en discuter, en tout cas après la session, et je vous mettrai en lien avec la personne chez nous qui est en charge de ça. Bon, merci à tous. C'est ainsi que cette table ronde va s'achever. Donc, je vous invite à rejoindre l'autre salle pour qu'on puisse désinfecter l'ensemble des bureaux. Et on se donne rendez-vous à 11h30 pour le second atelier, cette fois-ci sur les technologies de rupture en Europe.